Bon, voilà, il est 8h30, dernière demi-heure des matins éphémères. C'est une belle journée pleine de soleil, 18 degrés. Et au cours de cette demi-heure, Georges Goma, exceptionnellement ce matin, va nous parler. Enfin, il a rencontré lors du Salon du Livre Alain Mabankou, qui était président d'honneur du Salon du Livre et qui est aussi congolais d'origine. Alors avec Georges, ils vont s'entretenir une belle discussion. Je vous laisse écouter cette entrevue. Chers auditeurs et auditrices de CKRL, bonjour. Ici Georges Goma, de Chronique d'Afrique Noire sur CKRL. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue avec Monsieur Alain Mabankou, qui a été le président d'honneur du Salon du Livre, édition 2016 à Québec. Cette émission a été enregistrée, évidemment, en marge de ce grand forum de la littérature et que je me fais le plaisir, avec CKRL, de vous présenter aujourd'hui. Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala Bana basili na kokende Bana basili na kotekama na banguna. Monsieur Alain Mabankou, bonjour. Bonjour. Ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre en Amérique du Nord. Oui, ça fait la deuxième fois. L'histoire recommence toujours. L'histoire recommence toujours. Rapidement, en 2010, on était à Stanford, où tu étais invité là-bas. Donc, nous avons passé une belle journée ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons le bonheur de t'accueillir ici à Québec. Oui. La capitale de la belle province. Et on t'accueille ici à Québec avec un positionnement formidable. Tu es le président du Salon du Livre, le président d'honneur du Salon du Livre. Alors, pour le Congo, c'est quelque chose de formidable. Je pense que pour le Congo, c'est quelque chose de formidable, d'autant plus que c'est un salon international du livre, faut-il le préciser, c'est international, ce n'est pas un truc que parisien ou que, je ne sais pas, quelque part dans un pays d'Asie ou d'Afrique, mais c'est un salon international dans lequel viennent des écrivains internationaux. Et donner la présidence au Congo-Brazzaville indirectement par ma personne fait toujours plaisir. Je suis dans la dynamique d'essayer d'entreprendre des choses qui peuvent valoriser la culture congolaise, parce qu'il faut toujours commencer soi-même, ne pas attendre forcément des initiatives quelles qu'elles soient, parce qu'on les a toujours attendues et elles sont jamais venues. Donc moi je pense que je continue à forcer les choses, à ouvrir les portes et accepter partout où le Congo peut rayonner à travers la culture, puisque dans les autres domaines, nous brillons par une faillite reconnue par tous. On ne sait pas gouverner ce que nous avons comme pays, comme quoi c'est un petit pays, mais le petit pays a toujours une vocation culturelle. C'est pour ça que j'ai accepté la présidence de ce salon, et la liste de ceux qui ont présidé avant est très prestigieuse, et c'est très bien que le Congo continue à pointer, comme on dit, sur le plan international. Très bien, très bien. Mais c'est l'occasion pour rebondir là-dessus, quand même, pour faire la transition vers un autre événement que je vis comme un bonheur extraordinaire. C'est quand même l'entrée de Monsieur Alain Mabankou au Collège de France, ce haut lieu de la culture hexagonale, et que ce qui me pince alors, c'est que votre leçon inaugurale, qui pouvait voir la participation du Congo au très haut niveau, a brillé par une absence que je me demande comment en est-on arrivé là. Bon, je m'étais exprimé là-dessus, j'avais marqué mon indignation. Peut-être très-je trop naïf de penser que le gouvernement congolais avait pour préoccupation la culture. Mais au fond, ça m'a permis de faire le constat que ce pays est dans une déconfiture culturelle sans commune mesure. C'est l'un des pays les plus reculés au niveau de la promotion culturelle sur le plan de l'Amérique et sur le plan de l'Afrique. Et c'est très choquant de savoir que c'est le pays
qui nous a donné des écrivains comme Sonny Laboutansi, Tikaya Outamsi, Dongala, Sylvain Bemba, Jean Malonga, d'en arriver au point où, quand il y a un ministre de la Culture, je demande toujours aux gens, faites le bilan des ministres de la Culture qui sont passés au Congo. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? Zéro. Quand vous venez en France, il y aura toujours un ministre qui va dire j'ai construit la bibliothèque François Mitterrand. Il y a l'autre qui disait j'ai fait l'avenue Léopold Sédar Senghor. D'autres encore disaient j'ai fait une opération de lecture à l'école publique, etc. Mais nous n'avons rien. Les ministres, quand ils arrivent, ils sont pauvres, ils en sortent, ils sont riches quand ils sortent, parce que souvent c'est jusqu'à vie. Absolument. Donc, venons au Collège de France. C'est un événement mondial. C'est un événement inattendu. Peut-être que ça n'arrivera pas à un Congolais pendant 300 ans. Après tout, le Collège de France existe depuis 1530, mais c'est la première fois qu'un Congolais y entre. Et même un écrivain en tant que tel sur la chaire de création artistique. Donc tout le monde était là. François Hollande avait envoyé 5 ministres. Nous avions zéro. Le ministre, celui que j'ai appelé au Congo le ministre de l'Inculture, le prétendu Okiemi, que j'ai qualifié de ministre de la Culture, et je le répète encore, je le répéterai jusqu'à ce que son incompétence soit internationalement reconnue, quitte à ce que je le rende célèbre, parce que personne ne le connaît, mais par mes dires, je le rends célèbre. C'est un ministre de l'Inculture. C'est un ministre qui ne sait pas qu'est-ce qu'est la culture. C'est un ministre peut-être qui ne sait même pas où se trouve le Collège de France. Le seul qui sait qu'est-ce que le Collège de France, c'est Jean-Claude Gakosso, qui a au moins, il avait téléphoné pour présenter des félicitations au téléphone. Il avait présenté à 2 reprises. Donc, c'est ça aussi l'honnêteté. Quand les gens font quelque chose, je le dis. Quand ils ne font pas, je ne le dis pas. Il faut le dire. Absolument. Gakosso, l'actuel ministre des Affaires étrangères, avait appelé pour présenter les félicitations. Absolument. Et je comprends que ce n'est pas de sa compétence de venir au Collège de France. Mais qu'est-ce qui empêchait un ministre de la Culture de venir au Collège de France? Avait-il peur que je lui dise en face ce que je pensais des agissements qui sont là? Puisqu'on sait déjà que j'étais celui qui était opposé à la modification constitutionnelle au Congo. Voilà, tout à fait. Je pensais dans ce sens que ça ne se ferait pas, la modification. Ça s'est fait. Je pensais par la suite que le président ne se présentait pas. Il s'est présenté. Je pensais par la suite que nous avions laissé derrière les démons de la guerre. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Nous brûlons. Nous sommes avec la Corée du Nord, les rares pays qui éteignent la lumière pour matraquer le peuple. C'est-à-dire, on tient tous les réseaux sociaux éteints dans ce sens. Donc c'était pour moi, non pas, au départ c'était une déception de voir qu'il n'y avait pas de représentants au niveau de l'État. Mais dans la mesure où je m'étais dit que le gouvernement qui était là était illégitime, désormais, pourquoi inviter des gens qui sont illégitimes? Je risquais de valider peut-être la légitimité d'un gouvernement que même la France est en train de refuser de valider. Donc c'est dans ce sens que je n'étais... Maintenant je dis, autant mieux, tout ce que je vais faire qu'il reste de côté. Le verdict du peuple viendra, il est lent, mais il est inéluctable. Je reprends vos propres mots, cette législature qui va commencer et frapper de petites véroles. Les frapper de petites véroles, on ne fait pas de la gestion d'un pays contre la volonté populaire. Il faudra bien qu'on explique comment se fait-il que un président qui est désavoué à 90% va clamer qu'il a été élu par 8 ou 10%. C'est le seul pays au monde dont le président est élu par la minorité. La minorité est au pouvoir. Est au pouvoir. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, ça concerne le Congo-Brazzaville. Mais je voudrais
quand même souligner ceci, l'héritage. L'héritage, parce que moi aussi, il m'arrive souvent d'interpeller M. Denis Sassou Nguesso sur l'héritage qu'il veut laisser aux générations futures par rapport à ces législatures successives depuis 1979, sinon 1977. Alors, moi, je vais plutôt parler de l'héritage d'Alain Mabankou en rapport direct avec le pays, parce que quand je vois vers Cassé, Mémoire, Porc-Épic, Black Bazar, Demain j'aurai 20 ans, peu d'espoir, Lumière de Pointe-Noire, Les petits-fils nègres de Vercingétorix, j'y arriverai. Mais toutes ces choses-là, j'ai comme l'impression, pas l'impression, mais il y a un message, il y a une clameur au fond de nous, là. Il y a quelque chose qui se dit, là, Alain. Hein? Qu'est-ce qui cristallise un peu ton œuvre en le mettant en rapport avec le Congo-Brazzaville, ton tout dernier livre, là où... Petit Piment? Non. Pas Petit Piment. Lumière de Pointe-Noire. De Mapapouville. Voilà, les petits-fils nègres de Versailles. Voilà, c'est cela. J'ai lu l'ouvrage et je trouve que c'est l'histoire du Congo-Brazzaville qui est là. Il y a quelque chose là. Mais moi, je pense que ça montre aussi le fait que à chaque fois qu'un pays est dans la turbulence, il faut qu'on apprenne à relire les écrivains. Voilà. Parce que les vérités sont parfois, le plus souvent, inscrites dans les œuvres des écrivains. Quand j'avais écrit Les petits-fils nègres de Vercingétorix, c'était sorti, je crois, en 2003. 2003 Donc déjà, ça fait 13 ans. Et ça parlait des guerres civiles au Congo. Mais personne au Congo... Personne des Congolais ne savait que je m'exprimais déjà en politique. Il y en a qui croient que je me suis réveillé tout d'un coup. Et puis les gens qui me font le procès du style, oui, mais il n'a jamais parlé. Non, c'était là. Mais le problème, c'est que moi, j'ai une manière de parler des choses. Je ne suis jamais dans l'invective. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais montré du doigt quelqu'un. Je joue le rôle qui est celui de l'écrivain qui est appelé par la jeunesse congolaise pour dire non à une situation qui risque de décapiter l'avenir de mon pays. Et tout cela se retrouve dans mes livres. Les petits-fils nègres de Vercingétorix, ce sont les deux guerres civiles qui se sont passées là-bas. Et les mêmes personnages politiques qui sont là au pouvoir ont participé de près ou de loin à la déchéance de ce pays. De la même manière, quand je convoque dans Demain j'aurai 20 ans, Lumière de Pointe-Noire ou Petit Piment, ces villes passées, ces Pointe-Noire de l'époque, le Congo des années 70-80, je suis dans une certaine nostalgie où je me dis, au moins moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, mais toutes ces générations des législatures dernières du président Sassou n'ont pas eu, ils ont des scolarités chaotique. Quand je discute aujourd'hui avec les jeunes Congolais, j'ai des larmes aux yeux parce que je me dis, les petits ne méritaient pas un destin pareil. Parce que nous, quand on grandissait, déjà à 15-16 ans, on faisait de belles phrases, on écrivait, on pouvait envoyer une lettre, on pouvait lire un livre. Ils n'ont pas cette possibilité. Et si nous, en tant qu'aînés qui sommes là, qu'on assiste à l'évanescence du pays, et effectivement, tout pour eux va disparaître. Donc tout est à l'intérieur de ces livres, mais maintenant je me rends compte que de plus en plus, les Congolais vont vers ces livres et ils sont étonnés de se dire comment tu as fait pour retracer le contour du pays et en général peut-être de peindre des personnages marginaux qui sont marginalisés à cause de la défaillance politique qui existe. Bon, Alain, franchement, ce que tu dis là est d'une vérité incroyable. J'ai souvent lu, quelque part, quelqu'un qui disait, mais si vous voulez cacher quelque chose, écrivez-le dans les livres, les Congolais n'iront pas lire. Voilà. Donc, toutes ces vérités, moi, je connais tes livres, donc je te suis très très bien. Le contenu, il est là, Mémoire de Porc-Épic, quand même. C'est déjà un procès sur la façon dont nous vivons dans notre société, et chaque vie en société, c'est la gouvernance de la cité, non? Et quand on gouverne la cité, il y a des gens qui gouvernent la cité et puis il y a des gens qui sont gouvernés. Donc il y a toujours ce rapport-là. Bon, qu'à cela ne tienne, mettons à profit le peu de temps qui nous reste là pour parler de la réalité présente, l'actualité congolaise.
peut faire une rétrospective des 25 dernières années. Quand je dis 25 dernières années, c'est quand même depuis l'avènement de la démocratie au Congo-Brazzaville où nous avons tous pensé qu'on ferait la politique autrement sur la base des référentiels qui sont de la démocratie. Et on a bien réussi au Congo puisqu'on a eu quand même une série d'élections qui sont bien passées. C'est seulement qu'après que ça a été court-circuité. Et au jour d'aujourd'hui, une fois de plus, hier c'était le 16 avril, Monsieur Denis Sassou Nguesso a prêté serment pour inaugurer une nouvelle législature sous le sceau de la démocratie entre guillemets. Mais cela est quand même la suite. Il y a encore des bombardements en ce moment dans le pool. Oui. Il y a eu des élections qui ont été... Monsieur Denis Sassou Nguesso, il paraît, n'est pas arrivé au deuxième tour et s'est arrogé 60%, alors que nous avons eu une campagne électorale qui était très très dynamique, où les gens de l'opposition républicaine ont montré combien ils ont drainé des foules. Donc, à mon sens, et le résultat de 60%, et la réalité de la campagne électorale qu'on a laissée à l'opposition pour 2 semaines seulement, pendant que M. Denis Sassou Nguesso avait eu près d'un mois à circuler le pays avec les moyens de l'État, donc il a fait déjà sa campagne, et qu'en 2 semaines, l'opposition a montré comment est-ce qu'elle était populaire, et comment justifier 60% de M. Denis Sassou Nguesso au premier tour, Alain. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre cela? Ce que je retiens un peu de ces élections, c'est que j'ai compris que ce sont les hommes politiques qui activent les divisions ethniques dans notre pays pour pouvoir prospérer. Parce que quand on prend l'exemple d'une ville comme de Pointe-Noire, de voir qu'un type comme le général Mokoko, qui est plutôt du Nord, venir en tête, être porté comme le Messie, ça veut dire que les Ponténégrins qui sont au sud du pays ne considèrent pas l'aspect ethnique lorsqu'il faut... ça, c'est les éléments positifs de cette situation de chaos dont on donnerait la responsabilité au gouvernement. Ça veut dire que la question de l'ethnie ne peut plus être brandie. Ça veut dire aussi que les gens neufs, convaincus, doivent faire leur apparition. Parce que nous pensons chaque fois changer les règles, peut-être faire des conférences, réussir une élection, mais on ne réussit pas une élection avec les mêmes personnes qui sont des loups et qui prennent des peaux d'agneau pour venir vous faire un discours. Vous pensez qu'ils sont gentils. Une fois qu'ils sont installés, qu'ils se sont installés, ça dure à perpétuité. Donc moi je pense que la question même du Congo-Brazzaville, c'est que la culture du pouvoir est une culture de vol, de peut-être même de clan, et puis de considération du pays comme d'une propriété privée. Comment voulez-vous, vous êtes président de la République, votre fils s'occupe de tous les ports de Pointe-Noire, dont l'activité principale de son fils est d'inviter les musiciens qui viennent chanter, dans le pays. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Je veux bien que un fils d'un président puisse faire, mais prenez l'exemple. On dit toujours, je critique souvent les fils de Bongo, de Yadema, mais il y a une chose que ces fils ont de plus que les fils de Sassou, c'est que Bongo à l'époque, tout comme Yadema, dictateurs qu'ils étaient, mais ils avaient pensé quand même à envoyer leurs fils aller faire des longues études. Le président et le jeune Yadema qui est au pouvoir là-bas, on a été à la fac ensemble à l'université de Paris-Dauphine. Donc ce n'est pas un incognito qui est arrivé. Le fils de Bongo, il a fait des études aux États-Unis. Mais vous avez vu les Christelle et les autres, ils ont fait des études où, quand? À la rigueur, j'avais fait les études à la faculté avec la fille du président de la République qui est morte, l'ex-femme de Bongo, qui était en cardiologie. Mais ça demande quelque chose. Edith, et qui ça demande Donc je pense que nous sommes dans une situation où on ne peut pas gouverner avec les dinosaures qui sont actuellement alignés dans la liste des hommes politiques congolais. Tous ceux qui ont gouverné, participé de près ou de loin dans des gouvernements d'avant qui nous ont entraîné des pépins sont disqualifiés. Il faut une nouvelle génération. Il faut des gens qui viennent au pouvoir pour servir le peuple et non pour se servir. Et il y a autant là-bas.
avant de te donner le dernier mot, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette entrevue, c'est l'occasion pour nous aussi de demander, toi et moi, que nous demandons la libération de tous les hommes politiques qui sont emprisonnés par M. Denis Sassou Nguesso. Et je pense à M. Anatole Libongo Ongoka. Nous demandons la relaxe de M. Jean Gwabi aussi. Et nous demandons aussi la relaxe de M. Boukadia aussi. Et les résidences des autorités politiques de l'opposition qui sont toujours encerclées. Eh bien, nous demandons toutes ces choses-là. Alors, le dernier mot pour toi, en pensant aux générations futures par rapport à la façon dont M. Denis Sassou Nguesso fait ces choses. Je suis toujours affecté par rapport à cette situation. Je ne sais pas où nous allons. Je ne comprends pas cette situation de tomber en amour du pouvoir. Le pouvoir, le peuple qui vous demande, ce peuple d'Ordurville, vous agilisez, et la seule réponse que vous dites, même en masse, faisant passer cela comme de la provocation, parce que les brutes aiment toujours dire « on m'a provoqué et puis j'ai répondu ». Ça a toujours été l'argument. On les a connus à l'époque des guerres civiles au Congo, où chacun disait « oui, j'étais pour moi là » et puis ils m'ont provoqué pour parler. Comme on dit en congolais. Donc je pense que pour ces jeunesses, moi je parle toujours de la jeunesse parce que ça ne m'intéresse pas les dinosaures de la politique. Je parle à cette jeunesse congolaise. Il faut qu'elle ait dans l'esprit que jamais, en tout cas moi jamais, je l'abandonnerai. J'utiliserai tous les moyens intellectuels qui sont en ma possession pour parler au nom de cette jeunesse, pour expliquer à cette jeunesse que vous méritez de gouverner vous-même ce pays-là dans la démocratie, dans la liberté d'expression, dans un pays où on n'enferme pas les gens de manière arbitraire, où il y a une justice indépendante, où il n'y a pas des petits procureurs qui viennent faire l'inquisition tous les matins dans le journal de 20h pour dire qui on doit mettre en prison. Nous serons un procureur. Sa place n'est pas les caméras ou je sais pas, le plateau de la télévision nationale. Les procureurs, on le voit au tribunal. C'est ça. Vous avez vu déjà un procureur, le procureur de Paris, ou je sais pas, arriver à TF1, arrêter les émissions pour brandir les chefs d'inculpation. Ça veut dire que c'est une justice aux commandes. Donc il n'existe pas de justice, il n'existe pas de parlement, c'est un État en papier. Et le Congo doit revenir un État bien enraciné, un État qui regarde devant, un État avec des institutions souples pour la population, un État qui recherche la construction des hôpitaux, la construction des routes, la construction de l'intelligence du Congolais, qu'il aille à l'université, qu'il aille au lycée, que l'école soit gratuite, que toutes les mamans qui recherchent des tables pour vendre les choses en détail aient leurs tables, payent leurs patentes bien baissées. Il faut un vrai projet de société pour le Congo, et ces gens qui sont là ne peuvent pas l'incarner parce qu'ils sont en train de faire leur dernier coup, c'est-à-dire voler les dernières pièces qui restent dans la caisse de l'État. La preuve, le nom de Christelle Nguesso est apparu dans les Panama Papers. Panama Papers. C'est pas normal. Où il a eu cet argent? Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, ici, vous avez un président, je ne sais pas, un président des États-Unis, tout d'un coup, son fils est devenu riche parce que le président... Non, parce que c'est pas quadrillé. Le patrimoine du pays est entre les mains d'un clan. Il faut rendre cela au peuple. Moi, je croyais en cela. Mais je pense que nous sommes arrivés à une situation où on a beau tuer les Congolais dans la nuit, si vraiment, parce que j'aime bien vérifier, j'attends les informations qui soient corroborées par ceux qui analysent, parce qu'il faut aussi qu'on soit toujours vigilant dans ce que nous recevons comme information. Absolument. Nous sommes à une ère où l'information peut être biaisée. J'attends toujours des informations. Quand c'est concret, avec des éléments et autres, je prendrai le temps d'écrire une lettre au président Sassou Nguesso. Très bien. C'est une lettre que je lui enverrai personnellement. Il en fera ce qu'il voudra. Il peut la jeter, la brûler, ou faire toi ne pas entendre. Mais au moins, cette lettre sonnera quelque part comme
une des dernières volontés de lui donner une porte de sortie honorable. Entre guillemets, honorable. Honorable. Monsieur Alain Mabankou, merci. Merci de me recevoir. Et puis, merci de nous donner du courage aussi. Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli oh Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Merci beaucoup, Georges Goma, pour cette entrevue avec Alain Mabankou. C'est ce qui conclut cette édition du mercredi 11 mai des Matins éphémères. Merci Raymond Côté qui nous parlait de Bernie